Bonjour, je suis Jean-Luc Val, je suis le directeur de l'établissement Honnête Service Département Santé à Metz, fournisseur du CHR de Metz-Thionville en service de bio-nettoyage et de propreté. Monte un peu, Jean-Luc, ils n'ont pas entendu. Parce que j'ai l'impression, moi je m'entends fort là, c'est pour ça que je pensais que j'étais trop fort. Il y a Bon. beaucoup de bruit donc. Est-ce que vous nous entendez bien? Bon. Merci. Bah, écoutez, merci en tout cas de votre présence, d'avoir résisté à l'appel de la politique et des futures présidentielles pour nous entendre vous parler de notre expérience de mise en propreté et de bio-nettoyage dans les locaux de soins et donc d'une façon générale l'externalisation de la fonction hygiène dans l'hôpital. Je vais commencer par présenter notre établissement. Et puis par la suite, Sarah Eustache pourra témoigner de la démarche qu'on a engendrée depuis maintenant plus de 20 ans sur son établissement pour répondre à la nécessité de l'hygiène et de bien nettoyage des locaux, la lutte contre les infections nosocomiales dans l'ensemble de l'hôpital, puisque la particularité du CHR de Metz-Thionville, c'est qu'il a externalisé à 100% ses locaux dans cette fonction. Donc, je commencerai rapidement. Oui, il faut qu'on... Monte un peu le son. Excusez-nous, on n'est pas les professionnels de la présentation. Hein. Je ne sais pas si ça s'enlève. C'est mieux. Voilà, c'est mieux. Philippe, tu vas peut-être présenter le groupe? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc le groupe Honnête, c'est un groupe familial marseillais qui a 150 ans d'existence. Et on est relativement bien implanté en termes de bio-nettoyage dans les établissements de santé, puisqu'on a un certain nombre d'agences purement santé, dont celle que représente Jean-Luc. On en a d'autres sur Valenciennes, sur Marseille en particulier. On a en périmètre, on a, je vais dire, une bonne vingtaine de gros établissements, que ce soit des CHR, que ce soit des CHU au niveau national. Pas mal en Bretagne, tout ce qui est Lorient, Tours, Le Mans. Dans l'Est aussi, par l'intermédiaire de Jean-Luc, sur Metz, Thionville, Grenoble, la PHM et Montpellier, qui sont nos cibles, nos plus gros clients. On a la particularité par rapport à certains de mes confrères d'être implantés dans le public uniquement, pour des questions de taux de TVA, puisque moi, je n'ai pas de restauration associée. Et on gère à travers ces établissements à peu près toutes les zones à risque, que ce soit de la zone 0 au bloc opératoire. Mais ça, Madame Eustache et Jean-Luc en parleront avec plus de concret que moi. Moi, ce que je peux tirer avant qu'on fasse le bilan un peu du CHR, qui est vraiment un peu emblématique dans la profondeur de l'externalisation, parce que vraiment tout est externalisé, il n'y a vraiment aucune ASH qui soit de l'établissement. Et depuis de la durée aussi, puisqu'ils l'ont dit, c'est quelque chose qui dure depuis plus de 20 ans. C'est que pour qu'une externalisation soit réussie, il faut qu'elle soit prévue et construite. On n'externalise pas un périmètre de soins, alors hors soins, mais même un périmètre hors soins, soins bien évidemment, mais y compris hors soins, si on ne l'a pas anticipé à l'avance. C'est-à-dire que si on veut que quelque chose soit réussi, il faut le construire, savoir avec le prestataire, si possible, avec moi ou d'autres, peu importe. Mais quel est l'enjeu, quel est le but et comment on y arrive. Clairement, c'est-à-dire qu'on définit pourquoi on externalise, ce que financièrement, bien sûr, l'établissement veut y gagner, financièrement, mais aussi en qualité. Parce qu'une externalisation n'est pas forcément, et c'est pas le but, une dégradation de la qualité. J'ai quelques exemples réussis où au contraire, l'externalisation, les personnels soignants sont les premiers à dire on a un meilleur niveau de qualité depuis qu'on a externalisé que ce qu'on avait précédemment. Mais il faut que ça soit construit, il faut que ça soit évalué, il faut que ça soit présenté aux équipes. C'est-à-dire présenté aux équipes, c'est-à-dire que direction, prestataire, cadre de soins, on se réunit, on détermine bien sûr en amont le périmètre, les choses qui seront incluses dans la prestation, des choses qui ne le seront pas. Et ensuite, ce message est répercuté aux équipes soignantes. C'est-à-dire que le cadre de santé va se retourner avec ou sans nous, peu importe, vers ces équipes en disant voilà, les tâches qui vont être externalisées sont celles-ci, le périmètre s'arrête là. Certaines tâches qui étaient hors soins, par exemple, que les personnels hospitaliers
gérer aujourd'hui nous reviennent. Ça peut être le déchet, ça peut être le tri, ça peut être des choses comme ça. Par contre, le périmètre d'externalisation s'arrêtera à tel niveau pour telle raison. Une fois que ça s'est construit, on peut nous, derrière, en amont, en même temps, on fait notre recrutement, on fait notre formation. Parce qu'il est hors de question de mettre des personnels extérieurs, surtout sur des zones de soins, mais même sur des zones hors soins, sans les avoir formés préalablement. Donc former, ça veut dire prendre des gens qui ont un niveau en français correct. Voilà, on ne peut pas mettre des gens qui ne comprennent pas des consignes de respect, de port de vêtements de protection, de choses comme ça. On forme on les évalue, on les forme au bio-nettoyage. Et ensuite, ça permet de faire une externalisation réussie. Voilà. Pour moi, typiquement, dans les sites que j'ai en portefeuille, alors Metz bien évidemment, mais c'est une histoire ancienne, ils vont vous la raconter mieux que moi. Mais sur Grenoble, par exemple, on a quelque chose qui fonctionne par étapes. C'est-à-dire que je ne prends pas un bâtiment, je ne prends pas tout un périmètre, je prends un bâtiment, je prends une aile, je prends un étage. Et une fois que j'ai externalisé un étage, ça me permet de passer à l'étage d'après. Et ça, par contre, ça permet d'aller dans la durée, dans la profondeur et de bâtir un partenariat. Voilà. J'ai d'autres exemples que j'évoquerai peut-être moins, parce que c'est moins réussi, où on décide d'externaliser du jour au lendemain, et là, ça se passe très très mal. Très très mal, parce que les équipes ne comprennent pas, prennent ça comme une sanction. Ensuite, nous, ça nous oblige à recruter des quantités, un nombre de personnel important, avec ça rend la formation de ces personnels plus difficile. Donc c'est très difficile pour nous le monde, et là pour le coup c'est voué à l'échec. Non seulement c'est voué à l'échec, mais en plus ça peut servir de piqûre de rappel, ça peut servir de vaccination à l'envers. C'est-à-dire voilà, l'externalisation, l'établissement n'est pas content et il ne veut plus en entendre parler. Donc voilà un peu ce que j'ai de mon retour d'expert national qui tourne sur pas mal de vos établissements, qui ne les connaît pas tous, je n'ai pas la prétention, mais qui en connaît un certain nombre et qui voit à peu près comment ça fonctionne. Que je sois le prestataire ou que mes collègues soient les prestataires, globalement, on a à peu près tous la même problématique. Voilà en introduction de ce que je pouvais dire un peu sur l'externalisation telle que je la vois de mon côté. Merci Philippe. Alors, je vous propose de vous parler un petit peu de notre établissement qui s'appelle Honnête Service Département Santé, et que j'ai la chance de diriger depuis 16 ans. C'est, si vous voulez, un établissement qui a été créé, fondé, suite justement à l'obtention du marché du CHR de Metz-Thionville en termes de bio-nettoyage, donc en 1995. Et nous avons décidé à cette époque de dédier l'ensemble de l'établissement à l'offre de services dans l'établissement de soins. Ça veut dire que du début du recrutement, de la structure d'exploitation, des responsables de site, des personnels d'encadrement, de l'administratif, de la partie qualité à évidemment la partie opérationnelle, l'ensemble des acteurs de l'établissement sont recrutés avec des prérequis liés à l'environnement hospitalier. Alors, comme le disait tout à l'heure Philippe, les prérequis de base, c'est pour la partie opérationnelle, c'est savoir avoir un minimum de niveau requis pour interpréter correctement une procédure écrite, pour pouvoir gérer une traçabilité, pour comprendre l'intérêt de l'action qu'il a menée dans la démarche de bio-nettoyage, évidemment, et pour être constamment évalué sur l'efficience et la performance de son action. Donc ça depuis 1995, ça nous a permis évidemment de satisfaire aux attentes de notre client CHR, mais aussi de développer notre portefeuille de clientèle au sein de la région Est, au travers d'autres établissements hospitaliers. Alors évidemment, ce qui était d'ailleurs une obligation de l'époque, qui l'est moins maintenant parce que ça paraît naturel,
notre démarche a également consisté à nous certifier à la norme ISO 9000 de façon justement à avoir, je dirais, l'ensemble de la gestion documentaire, du suivi des habilitations et des formations qui correspondent aux besoins et aux attentes d'un établissement hospitalier. Vous voyez bien que ça a correspondu également, je dirais, à la mise en œuvre de l'accréditation dans les établissements de soins. Alors voilà nos différentes références régionales, en l'occurrence. Donc vous voyez que on est à forte connotation hospitalisation publique. Nous avons également des établissements de soins psychiatriques et des établissements de taille plus locale, comme l'hôpital de Lunéville par exemple. Mais aussi, on peut noter qu'on a pu développer notre offre au travers d'établissements comme l'EFS ou l'Altir, Altir étant un organisme régional de dialyse rénale, pour lesquels, je dirais, on a pu tout à fait transposer les démarches de certification, d'habilitation, de formation et de suivi dans ces environnements. Alors, avant de parler un petit peu de notre organisation sur le CHR en lui-même, je voudrais m'arrêter 30 secondes sur l'histoire en fait de l'externalisation au sein du CHR. Il faut savoir que, et je parle sous le couvert de Sarah Eustache, cet établissement a externalisé à 100% un de ses sites principaux, à savoir le site de Thionville, dès la création de l'établissement, dès la création de l'hôpital, donc en 1968. Ce qui était, de mon point de vue, je pense, extrêmement novateur et peut-être unique en France. Je pense. Par contre, sur la partie, la partie jumelle, on va dire, à Metz, cet établissement a suivi l'externalisation progressive qu'on a pu rencontrer, ou que vous avez pu rencontrer au travers de vos expériences. Et en l'occurrence, on a les deux cas de figure. Un établissement qui n'a jamais connu d'ASH et un établissement qui a connu les ASH et qui a libéré progressivement, ça s'est passé sur une période d'à peu près de 10 ans, progressivement des secteurs pour l'externalisation, en fonctionnement avec des systèmes de services tiroirs où il y avait un redéploiement en fait des ASH ou une montée en compétences des ASH qui étaient formés sur les postes de soignants, de façon à libérer des services externalisés. Ce qui est important de dire à ce propos, c'est que, comme le disait tout à l'heure Philippe, on a tous les cas de figure dans l'externalisation. Dans l'externalisation, on va dire, de l'équipe centrale de nettoyage d'ASH, qui en général prend en charge les parties communes générales, éventuellement la partie consultation, et pas d'externalisation sur les services. Ça ne donne pas des résultats très bons. Ça donne encore moins de bons résultats lorsque on externalise la circulation d'un service et pas les chambres. Parce qu'on confronte en fait deux systèmes avec tout l'aspect humain que ça peut engendrer, évidemment le relais un petit peu syndical que ça peut aussi émettre, et ça augmente la difficulté de ce choc culturel de l'externalisation. Alors, c'est justement ce qui ne s'est pas passé sur le CHR Metz-Thionville, en l'occurrence donc sur la partie de Metz, qui s'appelle maintenant CHR de Mercy, parce que l'ancien hôpital de Metz a été remplacé par un hôpital tout neuf, flambant neuf depuis maintenant 4 ans. Puisqu'en fait, sur cet hôpital, l'externalisation s'est bien passée par tranche, avec une externalisation à 100% d'un service libéré ou à 100% d'un bâtiment libéré. Voilà.
Notre organisation, comme vous pouvez le voir, est basée sur, évidemment, des équipes humaines. C'est la base de notre métier. Avec plus de 160 agents sur la partie Merci, qui englobe à la fois l'hôpital en lui-même, mais également des sites extérieurs rattachés, qui englobe également des services comme la déchetterie, dont nous avons la gestion, et qui, évidemment, puisque c'est une externalisation à 100%, nécessite la mise en place de permanence, puisque on est en fait en charge de la continuité du service et de la nécessité de couvrir les plages 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bon, sur Thionville, le nombre de lits étant un peu moins important, nous sommes à 110 agents. Ce qui est important là de noter, c'est que nous avons un taux d'encadrement au-delà de la moyenne, en tout cas du nettoyage classique, et qui est nécessaire pour assurer cette continuité du service, cette efficience et cette performance constante de la prestation, parce que vous êtes bien placé pour savoir que la démarche et le fonctionnement d'un hôpital n'est pas linéaire et qu'il faut évidemment assurer la prise en charge des fluctuations d'activité, des pics d'activité au travers d'une prestation qui est humaine. Donc il s'agit constamment, on en reparlera, de réguler, d'adapter les moyens aux charges. Et pour ça, la nécessité d'un encadrement in situ en nombre suffisant et constant est indispensable. Ce que je voulais juste ajouter aussi, c'est que pour que cette organisation fonctionne bien, il faut que nous, en tant que prestataires, on vous apporte la preuve que nos agents sont formés, sont compétents, savent faire les missions pour lesquelles ils ont été dédiés et recrutés. Donc ça, c'est pour ça aussi que dans l'agence, il y a un service qualité. C'est que là, à tout moment, on peut, et c'est aussi nécessaire vis-à-vis des autorités de santé, bien évidemment, vous apporter que la preuve que les gens qui sont dans les zones 4, par exemple, ils ont été formés correctement aux tâches qu'ils ont à accomplir. Je pense en particulier au bloc, puisque là, on fait non seulement on fait du bloc, mais on fait de l'interprogramme de bloc. Donc avec des équipes qui sont en permanence sur ces secteurs-là, qui sont par définition aussi beaucoup plus encadrés, puisque là, l'encadrement est primordial. Donc, en permanence, on nous a apporté la preuve de cet encadrement, de cette compétence, de cette formation. C'est aussi un critère sur lequel je voulais insister. Effectivement, cette nécessaire validation des méthodes au démarrage, mais tout au long de la vie du marché, est prise en charge par notre cellule qualité, qui est composée de plusieurs personnes qui travaillent avec les services de soins, avec les référents hospitaliers, le service d'hygiène et les équipes d'encadrement pour valider les méthodes, vérifier que les procédures sont bien appliquées, reformer régulièrement, parce qu'on sait très bien que notre activité est une activité répétitive et qu'il y a une perte en ligne, entre guillemets, avec le temps, des bons gestes, et qu'il faut donc régulièrement s'assurer et reformer et resensibiliser à ces gestes. J'ajouterai aussi que cette validation des méthodes, elle prend en charge la vie de l'établissement, la vie du service, qui évolue et pour laquelle il est nécessaire, comme on le disait tout à l'heure, d'adapter les moyens aux charges. Donc notre métier, vous l'avez compris, c'est effectivement la mise en propreté du nettoyage et les services associés dans les établissements de santé. Dans ces services associés, on y inclut maintenant aussi des métiers comme l'accueil, comme la sécurité, même si ça ne peut pas faire l'objet d'un même marché, évidemment, comme la distribution de repas, la gestion de déchetterie, on en parlait tout à l'heure. On a tout effectivement un panel de prestations liées à, on va dire, à la fonction service hôtellerie dans l'établissement de soins qui est disponible.
Alors, notre mission principale, c'est l'ingénierie sociale. Effectivement, la réponse aux attentes de notre client, elle est assise sur une prestation humaine, sur la gestion d'équipe et sur la nécessité d'assurer une permanence de la prestation, une permanence de la qualité de la prestation et une permanence, je dirais, du suivi de la prestation. Tout ça englobé, et là on est au cœur de l'actualité, par un droit du travail, je dirais, des contraintes liées à notre législation, liées au temps de travail, liées au temps de repos, etc. etc. C'est également là qu'on travaille, mais on y reviendra et Sarah Eustache pourra témoigner sur ce point-là. C'est là qu'on travaille aussi aux conditions d'hygiène et de sécurité au travail de nos agents. Et pour le coup, il est nécessaire de travailler dans une démarche de partenariat, dans une démarche de copilotage, dans une démarche de coactivité avec l'établissement. On n'achète pas une prestation de service de nettoyage, de bio-nettoyage, d'hygiène, comme on achète un scanner ou un stock de lit. Il est nécessaire, l'intégration dans le processus de soins est extrêmement prégnante, est extrêmement, je dirais, impactante, positivement, mais elle demande également une intervention et une imbrication avec l'activité du service. C'est ce qu'on appelle l'intégration dans le processus client. Alors évidemment, comme on le disait tout à l'heure, les besoins évoluent. Ils évoluent en quantité et en qualité dans les services, et nous nous attachons à répondre à ces besoins. Là aussi, je dirais, on ne peut pas considérer qu'on accole en fait une prestation de nettoyage à l'activité du service. Elle est dans l'activité du service. Je rappelle également la continuité du service en adaptant les moyens aux charges. Bon, c'est un peu le leitmotiv depuis le début de notre intervention. C'est vrai que c'est important de savoir que tout service, du référent hospitalier jusqu'au cadre du service, jusqu'à l'aide-soignante, a un numéro auquel il peut qu'il peut appeler pour une intervention ponctuelle, pour une demande ponctuelle, pour une nécessité ponctuelle. Et enfin, et là aussi c'est le travail de Philippe, nous assurons une veille méthodologique et je dirais alors qui ne se restreint pas à l'utilisation du matériel, auto-laveuse, chariot, etc., mais aussi une veille réglementaire, de façon à être proactif sur ce domaine et pouvoir apporter aussi des solutions à nos clients. Hein ? Là, on continuera sur les facteurs de réussite. Alors, je vais proposer à Mme Eustache de prendre le micro. Alors, effectivement, moi j'ai choisi de vous parler des facteurs de réussite parce que comme l'a indiqué Monsieur Val, l'externalisation date d'il y a tellement longtemps au CHR Metz-Thionville que vu mon âge, je ne peux pas en mesure de vous raconter comment ça s'est passé. En revanche, je peux vous dire comment au quotidien, quels facteurs font que ça fonctionne bien. Parce que c'est vrai que le CHR de Metz-Thionville est multisite et sur nos sites MCO, on a externalisé à 100%. Jusque dans les blocs, les soins intensifs, les réa, tout. Mais on est en direction commune avec d'autres établissements au sein desquels on n'a pas externalisé à 100%. Donc je suis en mesure de comparer les deux et de dire qu'aujourd'hui, l'externalisation, ça peut fonctionner au moins aussi bien qu'une fonction bio-nettoyage pilotée en interne, voire mieux. Parce qu'on est tous attirés au départ par l'externalisation, séduits par les sirènes de l'externalisation parce que on sait qu'on va générer à minima 20 à 30% d'économies. Au minimum. Hein. Mais après, voilà, comment on subit pas cette contrainte financière parce qu'on est tous engagés dans des contrats de retour à l'équilibre financier.
Donc comment on ne subit pas cette contrainte lourde qui pèse sur les budgets hospitaliers, et comment on en fait une force, et comment on améliore la qualité de la prestation de bionettoyage en milieu hospitalier. Alors on a identifié 4 facteurs de réussite. Déjà, le premier, c'est la question de la politique d'achat, et là-dessus, il faut dire qu'UniHA nous aide grandement, parce que la filière service a structuré les choses de manière très pertinente. Donc je vais passer tout de suite, voilà. A structuré les choses de manière très pertinente, puisque depuis 2010, en fait, ils ont introduit une notion qui est fondamentale, qui est l'obligation de résultat. C'est-à-dire que le prestataire n'a pas intérêt à nous vendre le plus d'heures de nettoyage possible. Ça, c'est une révolution. Donc du coup, voilà, rapidement, comment c'est structuré. Il y a un accord cadre national qui retient 5 prestataires qui sont ensuite remis en concurrence par le centre hospitalier au niveau local. Donc l'accord cadre permet de définir un tarif plafond par famille de locaux, et ensuite chaque prestataire peut répondre en dessous au niveau local. Donc c'est vraiment cette obligation de résultat qui a changé les choses, parce qu'on recherche, et le prestataire et nous, à rationaliser l'organisation, la structuration de la prestation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. La deuxième question, c'est comment on pilote au quotidien cette prestation. Et je dirais qu'il y a 4 niveaux de pilotage qui se déclinent de cette façon-là. On a une impulsion stratégique qui est donnée par Monsieur Val et moi-même au niveau de la direction de l'agence Honnête Santé et la direction logistique hôtellerie. On fixe les grandes orientations, on suit voilà, pendant l'exécution du marché, on donne l'impulsion. Ensuite, on a une instance de pilotage également, mais qui va surveiller le comment. Je dirais, on est sur le comment on s'y prend. Et là, on est sur une instance pluridisciplinaire, avec des hygiénistes, des cadres de santé, qui vont être les garants de, voilà, on respecte les protocoles de l'établissement, etc. Ensuite, on va être sur le contrôle du résultat. Et là, on a des comités opérationnels qui se réunissent de manière hebdomadaire au niveau de l'encadrement intermédiaire, mes collaborateurs et ceux de Monsieur Val, de façon hebdomadaire pour suivre l'exécution de la prestation, suivre les non-conformités, éventuellement les pénalités financières à appliquer. Et ce comité opérationnel s'élargit tous les trimestres. On y participe ensemble pour suivre l'exécution de cette prestation, parce que c'est ça qui est très très important, qui change la donne par rapport à une prestation réalisée en interne, c'est qu'en fait on est obligé, je dis nous, direction logistique, d'aller suivre vraiment la réalisation de la prestation. Ce qu'on ne ferait pas forcément si on avait une prestation réalisée en interne. Ça fait une sacrée différence. Et ensuite, on a des réunions thématiques, évidemment, puisque la direction de la logistique doit piloter des interfaces avec d'autres prestataires, pour l'enlèvement des déchets, par exemple, pour les transports lourds automatisés. Et donc, évidemment, on y convie notre prestataire. Bon, ça, c'était pour moi les 2 éléments un peu convenus. Voilà, c'est classique, on parle bon, très bien. Qu'est-ce qui fait que vraiment on a une plus-value dans l'externalisation? Pour moi, le cœur du sujet, c'est que ça nous oblige, centre hospitalier, à définir notre besoin. Ce qu'on fait absolument pas quand on a une prestation réalisée en interne. On va pas s'amuser, mais pourtant on devrait le faire, à classifier nos locaux par famille, à se poser la question de qu'est-ce qu'on attend comme résultat pour chacun de ces locaux, et à réviser régulièrement cette classification. On le fait pas quand la prestation est réalisée en interne. Et c'est en définissant notre besoin au plus juste qu'on va être en mesure d'acheter une prestation moins chère que celle que l'on réalise en interne. Ça y contribue très 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 largement. Et cette réévaluation du besoin se pose tous les 4 ans. Quand on relance le marché, on se pose à nouveau la question de est-ce qu'on est bien sûr des périmètres qu'on externalise, est-ce qu'on peut pas revoir un petit peu à la baisse, donc c'est vraiment cette question de la définition du besoin qui fait que l'externalisation peut et conduit nécessairement à une plus-value organisationnelle et financière. Et enfin,
C'est le quatrième point est vraiment important pour moi aussi, parce que externaliser, ça veut évidemment pas dire qu'on ignore la problématique sociale du prestataire, parce que souvent on se dit quand même on externalise aussi la question sociale. C'est plus confortable, oui, mais pas complètement, parce que on a un véritable enjeu on fonctionne on est une chaîne, c'est-à-dire que nos agents logistiques interviennent à un certain maillon dans la chaîne et honnêtes à d'autres moments, par exemple pour l'enlèvement des déchets, c'est très prégnant. Et donc les conditions de travail de nos agents et des leurs, les questions sont les mêmes. Donc du coup, on a un exemple qui est très intéressant. Monsieur Val le disait, on a inclus dans le périmètre de la sous-traitance la gestion de notre déchetterie. Comme on l'imagine facilement, les conditions de travail sont extrêmement pénibles et on a su, CHR, être à l'écoute des remontées du CHSCT d'Honnête et de la médecine du travail pour réaliser des investissements permettant de faciliter les conditions de travail de ces agents-là. À l'inverse, sur le site de Thionville, on a un enjeu qu'on n'a pas réglé depuis plusieurs années au niveau de nos contenants de déchets, qu'on achemine des services de soins jusqu'à la déchetterie, qui est une prestation réalisée par Honnête. On sait très bien que nos contenants ne sont pas conformes. On a passé la dernière certification HAS un peu par miracle, voilà. Bon, et donc, sauf que ça pose une question de conditions de travail pour les agents Honnêtes. Donc, ils ont engagé un travail très précieux pour nous, d'études et de préconisation, de renouvellement de ces contenants, qui vont servir les conditions de travail de leurs agents, mais également nos intérêts pour la prochaine certification HAS. Voilà, donc c'est comment on sort de l'idée préconçue de se dire que externaliser, c'est on se débarrasse de ce sujet social. Non, pas complètement, mais ça aussi, ça sert notre intérêt. Voilà. Enfin, moi j'avais commencé sur le même sujet que Madame Eustache, mais je crois qu'on est complètement d'accord tous les deux sur le fait que l'externalisation, c'est un partenariat, ça se prépare, ça se pilote, ça se contrôle. De notre côté, on doit vous apporter la preuve qu'on fait les prestations qui ont été demandées dans le cadre demandé avec les conditions de travail, les formations, les habilitations qui s'imposent. Et moi, je suis intimement convaincu que c'est la seule manière pour avoir une externalisation qui fonctionne. Si ces différents items ne sont pas au rendez-vous, quelque chose ne va pas marcher dans l'externalisation de l'établissement. Alors je sais que pour vous ça peut être problématique parce que ça oblige à se dire non, mais si j'externalise dans ces conditions-là, ça me fait une charge de travail supplémentaire pendant ça se prépare, voilà, ça j'entends bien, mais je suis intimement convaincu que ce sont vraiment les seules conditions qui rendront l'externalisation pérenne, correcte, pérenne pour tous les deux. Pour les deux parties et acceptable aussi pour vos équipes. Voilà un peu mon mot de conclusion. Merci Philippe et Madame Eustache. On peut rajouter juste une chose, c'est que ce nécessaire référencement des besoins, il représente effectivement un travail important au départ, mais après ce n'est qu'une mise à jour. Et très honnêtement, ça fait le 3e marché qu'on repasse, je crois, en Uniachat. Et en l'occurrence, auparavant, le travail avait été effectué aussi sur les précédents marchés qui n'étaient pas sous Uniachat, mais encore plus là, je dirais, la refonte en fait du cahier des charges est beaucoup plus superficielle. Hein. On travaille sur des évolutions de besoins, sur des modifications éventuellement de locaux, même si en plus les modifications de locaux se font au fil de l'eau. Hein. C'est un marché qui vit, c'est pas quelque chose de figé. Du coup, on travaille une bonne fois pour toutes au début et après c'est beaucoup plus simple. Hein. Voilà. Ce que je vous propose, c'est que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, on est là pour y répondre et surtout, Madame Eustache, qui nous a fait le plaisir de venir.